Bonjour, Garci. Hola, ¿cómo estás? Je vais bien, Jesús. Comment tu vas, toi? Ah, ça va bien, Garci. Nous avons avec nous ni l'un ni l'autre que Garci et Nico. Merci, Garci, d'être parmi nous dans un autre épisode de A Day in the Life of an Agility Enabler. Merci de m'avoir invité. C'est une occasion pour que toi et moi, on parle en français entre nous, en fait. C'est ça. Exactement, parce que, tu sais, Garci, pour ceux qui ne savent pas l'histoire, Garci et moi, on s'est rencontrés dans son Agile Tour. Puis, la chispa de l'espagnol a pris. On parle les deux l'espagnol. Donc, c'est une occasion pour parler en français, chose qu'on fait jamais quand on se rencontre. Entre nous, non. Alors, comme ça, en tête à tête, c'est la première fois. Alors, on va l'enregistrer pour faire ça. Puis, d'abord, pour s'élancer, Garci, j'aimerais que tu explorer avec toi tes highlights de carrière. C'est comment tu t'es rendu l'Agility Enabler qui était devenu aujourd'hui? Pourrais-tu nous raconter un peu? Oui. Bah, en fait, je pense pas que je me considère un agility enabler Ah, comme tel. OK. C'est-à-dire que je suis très content d'être là, mais je me considère pas comme un coach agile. Je pense que l'agilité a, a été comme la convergence de plein de choses que je pense ou que je ressens dans le travail et même dans ma vie. OK. Et la meilleure étiquette que je pu mettre là-dessus, c'est l'agilité. Hmm. Euh, et comme j'aime bien partager les choses dans lesquelles je crois, etc., il y a eu cette vague de transformation, d'accompagner des gens à travers l'agilité. Mais je me suis toujours senti, même quand j'ai exercé pendant 18 mois l'étiquette officielle de coach agile, Mhm. et je me suis jamais senti aussi impuissant que ça pendant 18 mois de ma vie. Wow. Donc, donc Regarde, je vais te challenger en fait parce que oui, tu dis que tu n'es pas un Agility Enabler, mais qu'est-ce que tu en penses si je te repose la question à la fin de l'interview? gardons Parce ça que, comme oh, ça me va. gardons l'esprit ouvert et je vais te démontrer que tu es certainement un des plus fortes agility enablers que moi je connais en vie. Ok, Et tu vas être probablement surpris. Donc, ok, ça me va. euh, Mais en si, fait, oui. oui, mes highlights, non, c'est quoi la question? Mais moi, je Excuse-moi. te dirais, écoute, pour te connaître un peu plus, Oui, savoir qui tu es, c'est ok, intéressant de savoir d'où tu viens, puis comment tu t'es rendu à ok, faire ce que tu fais en ce moment. Et parfait. ce que tu nous dises, pas ton CV, mais plutôt quels sont les éléments qui t'ont amené à tes croyances d'aujourd'hui et à Ok, exercer les rôles que tu exerces en ce moment. C'est plutôt ça. ok. Mais je pense, une des essences de ce que je suis, c'est que je suis petit-fils et fils de deux réfugiés politiques. Mon grand-père a dû quitter l'Espagne à cause du coup d'État de Franco et de la guerre civile. Il a dû quitter son pays et il a migré en Amérique du Sud. Et mon père, qui est né en Amérique du Sud, mais de parents espagnols, a dû quitter le Chili à cause du coup d'État de Pinochet. Et par-delà même moi, parce que je suis né en 72 et le coup d'État a eu lieu en 73. Et, et j'ai toujours senti dans notre environnement familial ce fait d'être arraché par la force militaire à son pays et à des valeurs qu'on défendait et que ces valeurs-là étaient combattues militairement et au péril des vies des gens. C'est-à-dire que autant mon père que mon grand-père ont vraiment risqué leur vie et ont été chanceux de survivre à ça. Ben, j'étais bercé dans une culture où les croyances qu'on a sont très fortes et très fortement défendues. Ce qui m'a toujours amené à vraiment regarder le monde peut-être un peu différemment parce que du coup, je ne me suis jamais senti avec une racine ou espagnole ou chilienne ou européenne même parce que j'ai autant vécu dans le nord de l'Europe que dans le sud de l'Europe avec des cultures très différentes. J'ai vécu au Danemark où j'étais le seul brun parmi une forêt de têtes blondes.
Donc, je peux expérimenter une certaine forme de racisme qui m'a rendu aussi très sensible à ce genre de choses, parce que je me suis dit, moi qui finalement, je suis une peau plutôt claire que plus que mate, ça crée déjà une distanciation, une manière de se faire voir différemment. J'imaginais quelqu'un qui venait d'Afrique plus tard, parce qu'il n'y en avait pas des gens d'Afrique qui venaient en ce moment-là, par exemple au Danemark, on parle au début des années, même pas aux années 75, 76. Donc, ça fait, je suis aussi vieux que ça. Mais ça te plonge dans un univers où il faut t'adapter tout le temps. C'est-à-dire, ce n'est pas les autres qui vont s'adapter à toi, c'est à toi de t'adapter à eux. Et donc, je pense que c'est ça qui m'a fait que j'aime m'adapter tout le temps, j'aime observer et voir qu'est-ce qui se passe, et puis comprendre qu'est-ce qui se passe, pourquoi les gens réagissent comme ça, pourquoi un système marche comme ça, et comment est-ce que moi, je m'adapte à ça, puis en m'adaptant, est-ce que je ne peux pas changer des choses qui me plaisent moi, versus Ah. affronter les choses très, très frontalement. Fait que plutôt, tu viens merci de ces partages-là. Tu viens d'une famille qui a été vraiment mis des fronts devant une situation où ils s'étaient forcés à être, Ouais. à s'adapter, à changer, à Pas une fois, inspecter, deux fois en plus. puis, en même temps, toi, tu étais mise dans des contextes où tu étais directement exposé à des Oui, situations où tu étais comme, perçu comme les rares, les différents, celui qu'on vise, si on peut le dire d'une certaine façon. oui, oui, oui. Et comment tu as fait, à niveau de ton parcours professionnel, quel est l'impact que ça a eu pour te faire naviguer d'un endroit à l'autre? Mais j'ai j'essaie de rassembler mes idées. J'ai toujours voulu faire quelque chose d'artistique. Écrire, dessiner, mais je dessine vraiment comme un pied. Donc, j'essayais de substituer ma main par des ordinateurs. J'ai côtoyé des gens extrêmement doués, donc j'essayais de m'inspirer d'eux et de m'appuyer sur leur talent pour ça. Mais en même temps, j'ai un père extrêmement académique, donc il voulait vraiment que je fasse des études très sérieuses. Et la seule chose qui m'intéressait dans les études vraiment très sérieuses, c'était de devenir pédiatre, parce que je me sentais que je pouvais aider des enfants, etc. Ça me parlait vraiment. J'ai fait quelques années d'études en médecine. Euh, que j'ai arrêté parce que je n'ai pas réussi un des examens pour pas aller plus loin, mais je me suis plutôt saboté moi-même parce que émotionnellement, je n'arrivais pas du tout à gérer ça. Que je me rappelle, je fais un stage en été en pédiopsychiatrie où ma première expérience, au bout de 4 heures en stage, était une fille de 14 ans qui essaye de se suicider. Et voilà, c'est quelque chose que je ne savais pas comment traiter ça émotionnellement. Je n'ai pas d'outils pour ça. J'ai des copains qui ont continué. Un de mes meilleurs amis est maintenant un médecin très établi, etc. Lui, il avait des mécanismes pour cette violence que tu reçois, de le digérer. Moi, je ne savais pas quoi faire avec ça. Ça me bouffait de partout. Donc, j'ai décidé d'arrêter et je suis allé vendre des jeux vidéo parce que mon truc était j'arrête d'étudier. Donc, si j'arrête d'étudier, je ne peux pas me demander à mon père de continuer à payer mon, ma maison, ma bouffe, etc. Donc, j'arrête d'étudier, je veux m'assumer moi tout seul. Donc, j'ai trouvé un boulot comme dans un magasin de jeux vidéo. Et très vite, en fait, je suis devenu le gérant de ce magasin parce que justement, j'avais plein d'idées d'optimiser, de comment mieux ranger certains trucs, etc. Puis là où j'étais, on nous laissait une liberté incroyable. Donc, j'ai fait ça pendant quelques années. Puis, moi, ce que je voulais vraiment faire était être dans la communication, le design. Et j'ai rejoint des amis qui avaient un studio.
Et j'ai joué plus une carte de facilitateur parce que j'avais vraiment le vrai syndrome de l'imposteur. Eux, ils avaient tous fait des études de design et moi, zéro. Donc, je me sentais vraiment comme le petit caca là-dedans. Mais j'étais bon pour parler aux clients, pour gérer les projets. Hmm. J'avais des bonnes idées stratégiques, etc. Mais donc, ça faisait comme la pièce manquante là-dedans. Hmm. Et donc, à partir de là, j'ai travaillé en agence toute ma vie, sauf pendant 18 mois où j'ai fait coach dans une grande institution financière. OK. Puis, hey, merci. Je suis toujours fasciné de découvrir que des gens que je pense connaître, je ne les connais pas. Et que c'est vraiment un plaisir d'avoir cette chance-là d'entendre ça de sa propre voix. Et, merci pour ça. C'est assez riche. Puis là ce que ça m'amène, c'est plutôt de savoir de tout ça à Garcia. Quand tu parlais de cet aspect d'être poussé d'un pays à cause des gens qui font des coups d'État, des choses comme ça. Tu parlais d'adaptation, tu as utilisé le mot agile pour ça. Être vraiment agile. Puis toi, ton envie d'être dans le design, dans la créativité, dans tout ça. Euh, comment ça connecte avec tes valeurs en tant que personne? Parce qu'en fait, quand j'ai surmonté ma frustration qu'il y avait des gens qui craftaient mieux que moi, c'est-à-dire qu'ils étaient capables de livrer quelque chose parce qu'ils étaient simplement plus doués, etc., mais que je me suis rendu compte qu'une de mes forces, c'était que de mettre tous ces gens ensemble, de leur faciliter un environnement, de permettre des bonnes discussions, finalement de vraiment amener le meilleur potentiel de chacun. Et que je me suis rendu compte que ça avait autant de valeur finalement que de crafter la chose, parce que finalement, tu fais partie de ça. Ça m'a ouvert une porte dans ma tête immense, parce que je commençais dans les agences à ce moment-là vraiment faire le pont entre la partie technologique, que c'était souvent des développeurs, puis c'était, n'oublions pas, je ne suis pas tout jeune, donc c'était vraiment au début. Donc souvent, les développeurs venaient d'un univers très software, avec des méthodologies très, très carrées. Et en face, tu avais des gens qui faisaient de la pub télé, du branding, etc. Donc, l'opposé, quelque chose de très chaotique, très créatif, dans le sens libre, sans contrainte. Et donc, on leur disait, ah non, mais là, ton bouton, il doit faire tant de pixels par tant de pixels, parce que sinon, etc. Le créatif, il ne comprenait pas, parce que lui, il imaginait autre chose, etc. Et moi, j'étais le bon agent pour traduire d'un langage à l'autre et faire que la mayonnaise, elle prenne vraiment entre eux. Et chose plus importante, j'y prenais énormément de plaisir à ça. Je me voyais moi-même être utile à quelque chose. C'est-à-dire que... Tu as trouvé l'utilité à devenir comme l'école entre le monde de design que tu avais déjà, comme, Oui, tu envisageais d'avoir, mais que finalement, tu as comme laissé tomber. Par contre, tu comprenais bien ce monde-là, si j'entends bien, au point de favoriser puis de créer des ponts pour pouvoir créer la mayonnaise. oui, oui, Fait oui, que oui. tu étais en certaine enabler de cette. Oui, oui, oui. Hmm. C'est-à-dire que un ancien boss à moi, un jour, m'a dit que j'étais l'huile dans le moteur. Puis en fait, c'est comme ça que je me vois. Que ça permet que tous les mécanismes, ça roule sans friction, sans surchauffer, que la machine, elle marche. Ouais, c'est ça, c'est l'huile. Puis quand tu sais, décris-nous, parce que, tu sais, des fois, c'est pas évident. Tu les décris avec une métaphore. Tu dis, je suis l'huile, je me vois comme l'huile du moteur. Mhm. Qu'est-ce que fait Garcia de spécial pour être l'huile du moteur d'une organisation, mettons? Ben, quand ça marche, j'essaye beaucoup d'avoir le maximum d'empathie et de me mettre à la place de l'autre. Parce que ce qui arrive souvent dans les discussions entre deux parties,
c'est que chacun regarde son côté et a de la peine à comprendre ce que l'autre veut. Et puis souvent, souvent, je sais pas, tu as dû voir, il y a ce fameux dessin de deux personnes qui regardent un 6 ou un 9 et en fait, selon la perspective où tu le regardes, chacun a raison parce que c'est un 6 ou c'est un 9. Et 9 fois sur 10, dans les environnements de travail, mais même dans les relations humaines, c'est ce qui arrive, c'est que les deux personnes ont raison à un certain point, sauf que chacun voit ça sur leur prisme. Et moi, j'essaie de mettre les prismes de chacun pour après traduire ça. Et après, j'essaie d'utiliser, avec l'âge, j'ai appris à mieux utiliser ce que je appelais mon charme naturel. C'est-à-dire que je pense qu'il y a un côté apaisant et rassurant. Je suis un grand bonhomme avec une grosse voix. Donc, il y a un côté nounours qui inspire confiance. Et ça fait que les gens, ça calme. Je sais que j'ai un côté un peu qui calme, même si il y aura certainement plein de mes ex-collègues ou collègues actuels ou ex-boss qui diront aussi que je peux être d'une violence forte quand je ne suis pas d'accord, etc. Mais ça c'est mes gènes encore ibériques qui remontent de temps en temps. Mais j'essaye vraiment de me mettre à la place des autres. Fait que l'empathie fait en sorte que tu puisses favoriser la construction, la co-construction, même s'il y en a des gens qui ont des perspectives différentes. Oui. Ça te permet de finalement créer de la magie, en fait. Oui, et puis ça, c'est dans un monde idéal. Contribuer, parce que tu sais. Oui, c'est contribuer. C'est contribuer, oui. Et ça, c'est quand ça marche, parce que on est tous des êtres humains, donc il y a plein de fois où ça me touche, ça va chercher quelque chose en moi émotionnel, donc ça m'énerve aussi. Donc c'est clair que du coup, ça devient beaucoup plus dur d'être impartial, être un bon facilitateur, parce que tu as un parti pris ou que la personne en face de toi, tu sens que tu n'as pas envie, c'est-à-dire que tu n'as pas envie de faire d'efforts parce que ça ne marche pas, etc. Je pense qu'avec l'âge, ce que tu apprends, c'est juste que tu sais ça plus tôt et donc tu es plus honnête avec toi-même. Mais c'est pas une magie, c'est pas de la magie parce qu'il y a des fois où ça marche vraiment pas. Avec le temps, on apprend peut-être à se rendre compte plus tôt que ça va pas marcher et donc peut-être mettre moins d'énergie dedans ou peut-être être juste moins têtu pour que ça marche à tout prix, quoi. Oui, c'est ça. C'est ça qui fait l'expérience et la pratique, en fait. Oui. Puis là, tu dis une chose, c'est créer ces sortes de co-créations ou favoriser la construction d'un truc qui n'existait pas ou qui n'est pas possible et qui t'arrive. Et ta contribution, c'est plutôt de faire émerger ou faire voir qu'il y a des perspectives différentes sur un 6 ou un 9. Pas grave, tant qu'on puisse s'accorder sur les buts finaux. Et ça, c'est difficile dans quelques phrases que moi, je viens de les résumer, mais quels sont les défis que tu vis en faisant ça? Mais peut-être, je développe l'idée en fur et à mesure que je parle, donc peut-être elle va tomber à l'eau à la moitié, mais je me lance. Je pense un élément qui peut être intéressant pour expliquer ça, c'est depuis le confinement, donc ça fait maintenant, ça va faire quoi, 5 mois maintenant? Oui, 5 mois. Okay, ouais. 5 mois, je suis à la maison. Moi, j'ai une équipe directe, une équipe de 7 personnes qui donc depuis 5 mois ne se voient plus, etc. Puis avec des gens qui sont arrivés dans cette équipe 2 semaines ou 3 semaines avant le confinement. Donc, c'est même donc, pour t'imprégner de la culture de l'entreprise, de t'imprégner même du groupe, etc. C'est difficile. Puis, c'est des gens qui travaillent souvent sur des projets très différents. Donc, c'est difficile que cette mayonnaise, elle prenne. Et moi, ce que je veux qu'ils fassent, c'est qu'ils fassent ce que moi je fais, c'est faire prendre cette mayonnaise, mais eux, ils le fassent à leur échelle sur les projets qu'ils travaillent aussi. C'est aussi des facilitateurs, plus dans le terrain, on va dire. Moi, j'ai une vue plus large, mais eux sont vraiment sur le terrain pour faire ça, que ce soit entre le client puis les équipes, etc. Donc, on avait mis en place
on a des rencontres. Au début, on avait des rencontres tous les jours de 15 minutes sur Zoom. Et en fait, au lieu de... On aurait pu avoir deux écoles. C'était 15 minutes de reporting ou même de stand-up, c'est-à-dire une version plus light, ou ça peut être 15 minutes et on voit qu'est-ce qui se passe. Et moi, je suis allé pour 15 minutes, on voit qu'est-ce qui se passe. Et ça s'est transformé en que maintenant, les vendredis, les gens ils se déguisent, ils ont un thème, et moi, je ne suis pas au courant. Donc, en fait, ils filment ma tête de surprise chaque fois que je découvre la thématique. Et généralement, 9 fois sur 10, c'est un fou rire. Et tout à coup, quelqu'un de l'équipe a commencé à inviter un invité surprise. Et c'est devenu comme une tradition. Donc, on a invité un d'entre nous, donc de l'équipe, à la charge de l'invité surprise. Les autres ne savent pas, puis ils doivent deviner qui c'est par des oui ou non. Donc, l'écran est noir sur Zoom. Généralement, on leur déforme la voix. Et donc, il faut deviner qui c'est. Puis, ça a été du directeur général de notre entreprise qui a imité la voix d'une petite fille et qui a fait rire tout le monde pendant 20 minutes. C'est incroyable. Au papa d'une des filles qui travaille dans mon équipe. Et ça s'est terminé en larmes parce que le père est en France, et puis, etc. Donc, c'est le moment très émotionnel comme ça. Mais surtout, ce que ça a fait, c'est que peu à peu, les gens, on n'était pas focalisé le travail, on était focalisé sur eux, chacun. C'est-à-dire que on crée une relation humaine très, très forte à travers Zoom. Et je pense même que ça nous a aidé à la créer beaucoup plus forte, plus rapidement que si on aurait été tous été dans le même bureau. Mais on parle du coup aussi de travail. Et ce que j'ai vu évoluer, c'est qu'au début, les gens avaient un peu de peine à se dire les vraies choses. Et maintenant, vu qu'il y a tout ce côté plus humain autour, ils arrivent aussi à amener les choses difficiles. Si quelqu'un a pris trop de travail, ou si quelqu'un attend sur quelqu'un d'autre aussi, il y a un truc qu'on s'était dit qui ne s'est pas fait. Avant, c'était comme des zooms à côté, on dit « Ah non, mais lui, il a oublié de faire ci, etc. » Maintenant, ils se le disent face à face. Et donc, ma job, je le vois comme ça, c'est-à-dire, c'est pas moi qui ai eu l'idée des déguisements, c'est pas moi qui ai eu l'idée de l'invité surprise, mais je crée un environnement où c'est permis et où les gens se sentent à l'aise d'amener ça. C'est ça ma job. Fait que, finalement, ta job, c'est de créer un espace propice pour que les gens puissent créer des connexions humaines. Ouais. Et avant, pour me valoriser moi-même, j'aurais voulu avoir l'idée de l'invité surprise, j'aurais voulu avoir l'idée du déguisement. Et maintenant, quand je vois que ça le permet, c'est ça qui me rend heureux. Et ça, toi, tu me parles souvent de l'évolution personnelle et de comment, je sais que c'est un des grands thèmes que tu aimes bien parler et aborder. Et je pense que mon évolution personnelle a été ça, de voir que j'ai accordé pas la bonne valeur pour mon auto-estime aux bons endroits. C'est-à-dire que le fait de permettre ça d'arriver est aussi important que ça arrive. Okay, finalement, j'entends une clarté par rapport à ta mission. Et finalement, tu me diras si j'ai bien compris. Pour Garcia, sa sauce magique, je vais le dire comme ça, il va créer, sa mission, c'est de créer un espace propice pour que les gens puissent se connecter, en tel point qu'ils ne vont même pas se rendre compte qu'ils sont en train de créer la mayonnaise, que toi, tu le sais qu'ils vont construire. Peut-être ça ne va pas goûter à ce que tu penses, ça va être encore différent, meilleur, encore, ça va être même pas mayonnaise, mais ça va être un truc qu'ils vont créer parce qu'ils se l'ont approprié à travers les relations humaines qu'ils sont en train de créer dans cet espace. Et que toi, ton but, c'est pas nécessairement de dire comment l'espace va être, c'est plutôt d'ouvrir la place pour qu'eux-mêmes ils puissent s'exprimer, puis that's it. Ouais. C'est wow, puis tu te parlais de... Je vais mettre ça sur mon CV. Ah, ben s'il te plaît. Je t'invite à revoir le recording, puis tu vas apprendre des choses sur toi.
c'est ça la magie de cette rencontre-là, qu'on se découvre nous-mêmes. Puis, et dans ça, il nous reste à peu près 8 minutes, 8-10 pour en finir l'interview, juste pour gérer le temps. J'aimerais savoir, tu as parlé des croissances personnelles. Et là, avant et maintenant, tes attentes, ton ego, etc. Et je me demande, qu'est-ce qui était l'élément, pas le déclencheur, mais l'élément qui t'a permis de voir en toi qu'il fallait que tu laisses aller ton ego et que tu le nourrisses des choses. Mais c'est une très bonne question et c'est pas préparé, mais comme c'est un truc auquel j'ai énormément réfléchi, j'ai la question et j'ai la réponse à ta question. Il y a, comme tu sais, j'entraîne une équipe de rugby. Et la première année, on a eu ça a très très bien marché. Il y a aussi, je pense, l'effet de nouveauté. J'arrivais avec des autres méthodes de travail. On avait un très bon groupe, donc on a vraiment. Puis on n'avait pas un objectif de fou. On voulait juste que ça marche, que les gens commencent à s'amuser, etc. Puis on a eu une très bonne année. La deuxième année, comme on avait bien fonctionné l'année précédente, je m'étais mis des objectifs très très hauts. C'était basiquement gagner le championnat pour être promu à la division supérieure et surtout qu'on avait encore une meilleure équipe au niveau des joueurs que l'année précédente. Et comme toujours, les évolutions ne sont jamais linéaires. C'est-à-dire que moi, très optimiste et naïf surtout, et puis fier, je me disais, ça va aller comme ça. Donc, ça a été beaucoup plus difficile. Puis on a eu un match où les gars n'ont pas bien joué, où moi j'étais vraiment mauvais comme coach. Et j'avais une telle frustration en moi parce que je voyais le potentiel auquel on pouvait aller, puis qu'on n'arrivait pas. J'étais tellement fâché avec moi-même parce que je me disais, je leur ai mal transmis ça. Et certainement aussi, je les ai mal coachés, etc. Que lorsqu'on a fini le match, puis on l'a perdu de très peu dans des circonstances vraiment pas cool, mais on l'a perdu parce que l'autre équipe méritait simplement de gagner. Et pour parler très vulgairement, j'ai envoyé chier toute l'équipe devant eux. J'ai dit, je démissionne, je vous abandonne, j'en ai marre. Et là-dessus, il y avait un cumul de plein de choses. C'est que ma petite sœur était morte 3 semaines avant ça. J'avais plein de choses en moi qui bouillonnaient. Là, c'était pas mon été le plus glorieux. Mais tout ça ne pouvait pas servir d'excuse de 30 personnes qui te font confiance, que tu as un rôle de leadership, d'exemple, etc. Envoie chier comme ça. Mais j'ai eu un gros moment de faiblesse et de frustration, tout accumulé. Et c'est là où je me suis dit, Garci, si ça te crée cette frustration-là, c'est que tu cherches pas le bonheur en ce que tu fais au bon endroit. Parce que, si on va être honnête, les joueurs étaient aussi frustrés que moi, voire plus frustrés que moi, d'avoir perdu. C'est eux qui, pendant 80 minutes, étaient par 30 degrés Celsius en train de courir et qui doivent sortir en ayant perdu la possibilité de gagner le championnat. Donc, et je suis revenu dans l'équipe, mais il y en a plusieurs personnes m'en ont voulu, et puis je pense qu'il y en a encore aujourd'hui qui m'en veulent. Et ça m'a montré qu'en fait, autant tu peux créer cet espace-là, autant si j'agis d'une manière drivée par les mauvais, on va dire, les mauvais KPI, tu peux tout brûler en 5 secondes. Oh, wow. J'apprécie la ténure que tu donnes à ton partage. Ce que je retiens, c'est plutôt ton envie de. Ça a pris un moment peut-être de détresse ou de stress assez fort pour que Oui. tu puisses te questionner sur en ton bonheur puis la création de cet espace-là qui nous sommes responsables de
ben, si on se donne cette mission-là, ben, on est responsable de co-créer avec des gens. Puis Oui. aussi, ça me fait réfléchir à la co-responsabilisation que nous avons avec les autres. C'est la contrepartie. Et tu as dit un truc qui me fait réfléchir. En passant, ces interviews-là sont un truc très riche pour moi parce que, étonnamment, à chaque moment que je parle avec quelqu'un comme toi, il y en a un truc qui vient qui est comme Le réveil, ok, ouais. qui est comme dans les moments précis. Puis ça m'interpelle ce que tu dis, des fois, et de voir comment cette nécessité d'être un leader, en fait, parce que finalement, nous sommes des leaders qui aidons les autres à peut-être voir un truc chez nous qui va les motiver ou juste simplement Mhm. va les amener en perspective différente pour qu'ils puissent créer la mayonnaise. Mais des fois, ils vont voir des choses qu'ils n'aiment pas non plus. Absolument. Ça fait partie aussi du jeu de se rendre compte. Et moi, ce que ça m'amène, c'est de penser à ces moments difficiles de croissance. Tu as parlé de la part familiale, de la famille, et de comment tout ça, ça comment jouer avec. Je me demande, qu'est-ce qui te motive à continuer là-dedans? Parce que c'est c'est Mais un basiquement, truc assez difficile, en fait. mais en fait, moi, c'est les gens. C'est les gens euh, et puis c'est-à-dire que je sortir l'analogie du rugby, mais les gens, puis tu vas comprendre. J'ai vu là, tu as interviewé des gens dans ce que tu es en train de faire. Je pense à une personne en particulier, par exemple, mais il y a des autres personnes que tu connais que, quand je les ai connues, leur vision sur l'agilité était comme, c'était l'antéchrist pour eux. Et, euh, et le fait d'avoir pu travailler avec eux, créer ce climat de confiance, échanger, etc., c'est Mm. venu des gens c'est tellement actifs maintenant dans la communauté Oui, et je je le sais sais. que Je et le je sais sais. que et je sais que quelque part j'ai été un facilitateur de ça. C'est Mm. ça qui me motive. C'est-à-dire que là maintenant où je suis, j'adore les gens avec qui je travaille. J'aime beaucoup la culture de l'entreprise, mais j'aime aussi les clients. Et puis, pour ceux qui me connaissent, ils savent de quels clients certains je fais référence. Il y a des jours où j'ai des cheveux blancs par les demandes qu'ils font, mais en même temps, on est en train de faire un truc qui a une valeur. Ça ne peut pas être facile tout le temps, mais l'interaction humaine et que les gens sortent transformés de ça, c'est ça qui me motive. Les gens. Et c'est pour ça que je suis parti de là où j'étais en tant que coach, parce que je sentais que j'avais un impact zéro. Zéro. Et moi, ce qui me motive, c'est sentir que j'ai un impact, en fait. Ce qui te motive, c'est sentir que tu as un impact. Dans les Oui. dernières 5 minutes, Garcia, je voulais d'abord te dire merci de ton honnêteté, de ton enthousiasme, de ton humilité, parce que c'est pas évident de passer à travers soi-même et se rendre compte que nous avons aussi des points faibles et que nous avons aussi la magie à l'intérieur de nous et qu'on peut aider les autres à travers la facilitation à créer des espaces pour qu'eux-mêmes puissent s'épanouir, juste avoir du fun puis du plaisir. Et je te remercie pour ça parce que euh, des fois, moi, je trouve que notre métier, puis là, je vais revenir avec ma question du début, notre métier des favorisations ou des juste enabler ce qui est possible. Et c'est un métier assez beau. Et c'est au centre de ce qu'on essaie d'avoir dans le monde, en fait. Et des fois, je pense que je trouve que une des choses qui me motive fortement à faire ces rencontres-là, plus que le plaisir de vous rencontrer, qui est énorme, c'est plutôt faire découvrir que ça n'a rien à voir avec l'agilité ou l'agile, ce qu'on discute Mhm. dans le manifesto. C'est une expansion de ça. Et je, 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 je les vois à travers tes actions.
je les vois avec ton discours. Tu es quelqu'un qui favorise qu'on soit dans un état de flow et qui est conscient, qui fait consciemment ça. À chaque jour, il s'élève pour que les gens puissent s'épanouir dans son environnement qui est propice pour ça. Et pour moi, c'est plus loin que juste les titres. Les titres de coach agile, c'est un truc, mais moi, je parle, ça, c'est pour moi des vrais enablers. C'est des gens qui sont capables de faire ce que tu fais et qui trouvent des moyens pour le faire plus loin que des cadres, des méthodes. C'est plutôt les gens. Et ceci dit, je m'aurais reposer la question parce que tu me disais fortement que tu n'étais pas en agilité enabler. Après ton parcours, tes 45 minutes, est-ce que tu es mais agilité enabler? Sous le prisme que tu me présentes là, oui, je peux signer ça. Ouais. Voilà. Donc, avec ça, Garci, on profonde vraiment ce sentiment ben, je suis rempli d'émotions, super content d'avoir passé ce temps-là avec toi. Mais avant de se quitter, pour les gens qui font ça, qui essayent de pas créer la magie, mais qui se demandent, OK, Garci, comment il fait ça? Moi, ça m'attire, c'est ça que je fais, moi. Mais je n'arrive pas, je suis encore dans mon cheminement. Pourrais-tu lui donner un mot d'encouragement pour continuer? Ben, oui, je pense que dans les années à venir, on va avoir beaucoup de travail parce que vu comment va le monde, comment certaines personnes dirigent certains pays, etc., il faut avoir une vision différente. Et il y a une vraie écoute à ça aussi. C'est-à-dire que moi, j'ai 3 adolescents maintenant à la maison. Ils ont une vision du monde qui est quand même très différente. Et ils n'acceptent pas certaines choses que nous, on a acceptées peut-être plus facilement, etc. Donc, et c'est surtout auprès de ces jeunes générations-là, je pense on a une grosse responsabilité de les accompagner. Et justement, ce que tu as bien résumé tout à l'heure, de leur laisser ce terrain de jeu le plus ouvert possible, leur permettre de construire ce qui sent bien. Ça, je pense que c'est ça notre rôle, leur permettre de construire. Paver l'avenir pour que tu pavé la route. Mais non, même pas pavé, leur laisser le champ. Laisser le terrain pour qu'ils puissent. Voilà, s'ils veulent mettre des pissenlits partout, il y aura des pissenlits partout, Ah. mais même pas pavé ça. C'est nous, même pas, juste le terrain. Leur donner la possibilité d'avoir accès à ça, oui. Wow. Hey, Garci, merci énormément. Gracias por este tiempo, Garci. Muchas gracias a ti, Jesús. De verdad, increíble. Me encantó hablar contigo. Gracias por el honor, de verdad. Ah, igualmente, muchas gracias por haberme invitado. Bon, on se dit bye-bye, puis à la prochaine. Hein? À la prochaine. On se voit en personne. Ah oui, bientôt. Pas si loin que la fin de l'année, honnêtement. Oui. Bye bye, Jesús. Merci, Garci. Bye.